Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire OVH Cloud. Je suis Julien Cadar-Nélissen, je suis en charge de l'animation et du développement commercial de nos partenaires cloud. Place au webinaire. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème de la migration vers notre solution de cloud privé. Pour en discuter, je suis accompagné par notre partenaire Partitio, plus particulièrement par Jean-Charles Ferrand et Sylvain Lenagar. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. Donc Jean-Charles et Sylvain nous présenteront leur vision et les étapes clés d'une migration, et on profitera également de leur retour d'expérience au travers de cas d'usage en fin de présentation. Petite introduction avant de leur laisser la parole. Donc vous le savez sûrement, si vous êtes client d'une offre private cloud chez nous, les solutions bénéficient d'un refresh technologique environ tous les 2 ans. Donc fin 2020, on a mis en production notre nouvelle offre appelée Hosted Private Cloud Premier. Donc c'est une solution qu'on a présentée en détail dans un précédent webinar qui est disponible bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez directement vous rendre sur notre chaîne pour le visionner. Donc que vous soyez hébergé chez OVH Cloud ou non, il y a 3 façons aujourd'hui d'envisager sa migration vers un private cloud. Première solution, c'est de manière autonome, donc en s'appuyant sur nos guides et sur la documentation qu'on met en ligne directement sur notre site internet. Deuxième solution, c'est d'être accompagné par notre équipe interne qu'on appelle Professional Services. Donc cet accompagnement, il se fait au travers de packs d'assistance. On ne parle pas de réaliser votre migration, mais bien de vous assister dans les étapes clés du projet. Et troisième solution, c'est de déléguer cette migration à un de nos partenaires Advanced, comme Partitio. Donc par partenaire Advanced, ce qu'on entend, c'est un partenaire qui justifie d'un niveau de support en 24/7 avec des engagements de réactivité, qui suit régulièrement des formations OVH Cloud pour se certifier, et surtout dont la démarche technologique est validée par nos Professional Services. Donc transition parfaite pour passer la parole à Jean-Charles et à Sylvain pour vous présenter Partitio et en savoir plus sur la méthodologie de migration. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à tous. On va essayer de vous présenter cette troisième approche, comment avoir cette transition vers le cloud privé via un partenaire. Donc déjà, en quelques mots, on va vous présenter qui est Partitio. On s'est dit que c'était une bonne introduction déjà avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc rapidement, qui est Partitio? Nous sommes une société toulousaine. Notre siège est à Toulouse avec des bureaux sur Paris. Nous sommes aujourd'hui une 60aine de personnes et clairement notre vocation est d'accompagner les gens dans leur transition, plus que migration, mais vraiment transition vers le cloud privé. Ce qui nous caractérise, c'est vraiment l'innovation pragmatique, donc à savoir comment mettre à disposition les meilleures technologies tout en apportant des résultats concrets et dans des délais réduits. Donc ça, c'est vraiment notre vocation, notre philosophie de fonctionnement. Aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement autour du cloud et de transition vers le cloud privé, c'est une expertise chez nous qui a été développée maintenant depuis 10 ans, avec une couverture totale, en tout cas, de toute la chaîne de valeur quand on parle de ça. C'est-à-dire que quand on fait le choix de passer par un partenaire extérieur, l'idée est aussi de bénéficier de toute son expertise sur toute la chaîne de valeur. Donc, on est autant capable d'accompagner sur la partie architecture que sur la partie infogérance et run, donc c'est-à-dire plutôt tout ce qui est post-projet, mais tout ce qui est quotidien. Et globalement, comment? Avec une approche qui est plutôt packagée, donc à savoir de dire comment proposer des solutions clés en main pour les gens qui ont besoin de compléter par exemple leur infrastructure ou de services très temporaires, type une migration, ou au contraire une solution d'accompagnement beaucoup plus poussée et sur mesure dans des cas plus avancés. Ça donne quoi? Concrètement, aujourd'hui, ça veut dire qu'on a construit et on interagit avec nos clients, on accompagne nos clients via une offre basée sur des modules. Donc des modules qui peuvent être parfois de la complétude avec du PRA pour compléter des infrastructures, qu'elles soient on-premise ou cloud d'ailleurs, des fois juste du hosting sur un applicatif, etc., etc. L'idée étant de dire on peut accompagner sur toutes les parts, on va dire, du cloud privé quand on parle d'un projet cloud privé, que ce soit la partie infra, la partie infogérance ou la partie run.
Maintenant qu'on s'est dit ça, on a fait le choix il y a 10 ans, en même temps de cette expertise cloud privée, de travailler avec OVH Cloud. Donc aujourd'hui, nous sommes pure player OVH Cloud. On a monté tout un environnement technologique autour qu'on vous présentera peut-être tout à l'heure, en partie, notamment sur les parties sauvegarde, etc. Mais globalement, l'idée, c'est aussi de se dire, on a tout misé sur OVH Cloud, on travaille avec un acteur unique. Comme le disait Julien, on a adhéré au programme partenaire il y a maintenant 2 ans, ce qui nous permet aussi de proposer un support beaucoup plus avancé à nos clients et d'en faire bénéficier tous nos clients et d'accéder, entre guillemets, à une roadmap et aux dernières technologies de VH Cloud, ce qui est plutôt un plus, ce qui nous permet de garantir à la fois une modernité technologique, comment proposer les meilleures technologies à nos clients, mais également aussi d'avoir une force de proposition et de conseil beaucoup plus avancée parce qu'on a un bon retour d'expérience et une bonne visibilité sur les produits OVH. Après cette petite transition ou introduction sur Partio, déjà, on peut se poser la question sur qu'est-ce qu'un projet cloud. Donc, on va sûrement reprendre certains fondamentaux que vous connaissez, mais globalement, avant même de faire un zoom sur l'intégration et la migration, donc plutôt le pan 3, il est vrai qu'on a voulu mettre en avant déjà comment aujourd'hui Partitio ou un partenaire extérieur gère cette transition vers le cloud en général, sachant que les étapes clés, en effet, seront l'audit, la conception, l'intégration et le run. L'audit étant toute cette partie où déjà, peu importe que vous soyez dans le cloud ou pas, on va examiner avec vous où vous en êtes aujourd'hui d'un point de vue infrastructure. C'est quand même une phase assez clé pour déjà partir du postulat de qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et puis où est-ce que vous voulez aller, ce qui sera plutôt l'étape 2 de conception. Clairement, l'étape 3 de migration, et on va faire un zoom dessus car c'est le thème du jour, c'est un peu l'étape critique. Et quand je dis un peu, je minimise mes mots, c'est clairement l'étape critique sur le fait de la vraie passation, la bascule. Donc on abordera ça aussi juste après. Et le run, qui est plutôt toute la partie post-projet, à savoir lorsqu'on a migré, il reste quand même des choses à faire au quotidien. Et il y a également de l'événementiel à gérer. Donc c'est toute cette partie qui rentrera dans le run. Partitio est capable de vous accompagner là-dessus. Et aujourd'hui, on va faire un zoom sur la partie migration. Donc, pour faire ce zoom sur la migration, déjà, on va probablement ouvrir des portes ouvertes, mais il est important de se poser la question du contexte. C'est-à-dire que vous parlez de migration, vous souhaitez envisager une migration, mais la vraie question, c'est pourquoi et d'où vous venez. Donc, on a mis certains exemples à l'écran, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est une vraie question à se poser sur d'où je viens, parce que ça permettra aussi de comprendre, nous, ça nous permet aussi de comprendre votre maturité sur le cloud privé, sur le cloud en général, et puis également sur votre gestion de l'IT, à savoir est-ce que vous venez d'un environnement on-premise et vous allez vous lancer dans le cloud. Donc déjà, bien joué, vous avez fait le bon choix, vous allez sur VH Cloud et pourquoi pas avec Partitio, mais c'est déjà une bonne décision. Mais globalement, c'est est-ce que vous venez du on-premise, est-ce qu'au contraire, vous arrivez sur plutôt une phase de test, à savoir vous êtes en réflexion, vous souhaitez tester plusieurs providers, ou est-ce que si on part à l'opposé, vous êtes déjà dans des environnements cloud, que ce soit d'ailleurs OVH Cloud ou autre, et vous souhaitez migrer tout ou partie dans un cloud privé, dans les clouds privés, les derniers produits cloud privés de VH Cloud. Donc ça ne sera pas du tout les mêmes projets, ce ne sera pas du tout les mêmes enjeux derrière, et c'est quand même la question clé au départ, parce que ça définira aussi la méthodologie, l'urgence et vers quoi on va aussi. Donc aujourd'hui, c'est quand même des éléments extrêmement importants, parce que comme je vous le disais, ça va définir la méthodologie, ça va aussi définir les scénarios de migration. On voit énormément ça sur, quand on parle de migration, OK, on veut prendre, si je prends l'exemple d'un ancien produit OVH Cloud, nous avons un PCC 2013, nous voulons le migrer dans les dernières gammes de PCC. OK, c'est très bien, voilà le projet. Maintenant, il faut se poser d'autres questions que sont pourquoi, comment et est-ce seulement ce que vous voulez faire? Je m'explique, la plupart du temps, quand on accompagne aussi nos clients, la vraie question va être aussi d'essayer de voir si on peut, j'allais dire faire le ménage, je ne sais pas si c'est la bonne image, mais en tout cas travailler avec vous pour optimiser, rationaliser
stabiliser parfois, mais en tout cas faire un vrai point sur votre infrastructure. Ça arrive dans tous les cas, peu importe que vous veniez d'un ancien produit OVH Cloud ou que vous veniez d'un autre provider ou d'une infrastructure on-premise, nous vous recommandons, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps en tout cas, de prendre le temps de se poser pour essayer déjà de regarder qu'est-ce qui pourrait être optimisé. Quand on parle d'optimisation, on parle de rationalisation de ressources, on va parler de stabilisation. Je pense que vous savez autant que moi que parfois il y a quelques VM par exemple qui peuvent être un peu capricieuses, quitte à les migrer et quitte à déménager entre guillemets, autant prendre le temps d'essayer de résoudre ces deux trois points. Pourquoi? À la fois pour repartir sur quelques années ou quelques mois, en tout cas sur quelque chose de propre, entre guillemets, et à la fois pour aussi optimiser que ce soit l'approche tarifaire aussi. On voit beaucoup de gens qui sont parfois soit pas assez, en tout cas provisionnés, soit trop. On voit beaucoup plus de trop que pas assez, pour être honnête. C'est le moment de se poser aussi pour voir ce qui est possible de faire. Et c'est aussi le moment de peut-être challenger tout ce qu'il peut y avoir d'un point de vue architecture, etc. Donc, il y a vraiment tout cet environnement à prendre en compte. Il y a aussi l'enjeu d'urgence à prendre en compte, à savoir, est-ce qu'on partira sur une migration ISO, à savoir telle quelle, et voilà, donc on prend de A et on va vers B, ou est-ce que justement on partira sur tout ce que je viens de vous dire, la migration optimisée. Bon, je pense que vous l'avez compris, clairement on conseillera plutôt la deuxième méthode. Ce qui est important, c'est d'examiner toutes ces étapes clés d'une migration. Donc, je vais laisser la main à Sylvain, si tu le veux bien, pour nous Oui, expliquer tout ça en détail. bien sûr. Donc, les étapes clés d'une migration, la première étape, clairement, elle consiste à auditer l'ensemble de votre infrastructure. Donc, on jette un œil sur votre infrastructure, on regarde sa conception, la conception du réseau, l'ensemble de vos VM, le provisionnement des ressources, un petit peu tous les éléments qui composent votre infrastructure. Et on en fait, je dirais, un schéma, histoire d'avoir une bonne visibilité sur qu'est-ce qui compose aujourd'hui votre infrastructure. Donc, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de concevoir avec vous votre infrastructure future. Donc, on va vous faire des simulations en fonction des produits OVH sur le cloud privé et donc construire avec vous cette infrastructure pour être sûr de garantir à la fois la disponibilité et la résilience de toute votre infrastructure. Une fois que toute cette conception est faite, donc on va préparer, on va faire l'ensemble des tâches préparatoires à la migration, à savoir la préparation de la nouvelle infrastructure, la configuration de l'ensemble des éléments réseau, la création des dossiers, la création des règles de DRS, un petit peu tous les éléments en fait qui vont composer l'infrastructure de cible, on va dire. Et une fois qu'on a mis en place l'ensemble des éléments sur l'infrastructure cible, on va démarrer les étapes de réplication de vos machines virtuelles de l'ancienne vers la nouvelle infrastructure. Ces opérations peuvent être faites avec différents outils. Pour notre part, on utilise Vim, on le verra un petit peu plus tard. Donc, la réplication de VM entre les deux infrastructures, on fait une première réplication, je dirais le premier pan de réplication. On fait ensuite des réplications incrémentielles quotidiennes. Et une fois qu'on a l'ensemble des VM sur la nouvelle infrastructure, on va définir une date de bascule avec le client. À cette date de bascule, on va réaliser du coup la bascule des infrastructures, c'est-à-dire qu'on va éteindre l'ensemble des machines de l'ancienne infra et on va les redémarrer sur la nouvelle infrastructure en ayant copié le delta entre les deux et en basculant l'ensemble des ressources réseau publiques qui vont être nécessaires pour le fonctionnement de cette infrastructure. Une fois que l'ensemble des éléments réseau ont été migrés, il ne nous reste plus donc à tester et à valider avec le client que l'ensemble de l'infrastructure est bien reparti sur le nouveau système. OK. Donc, comment réaliser sa migration et notamment avec un partenaire, c'est-à-dire que si vous le faites en autonomie, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de nous. Donc, dans quel cas être accompagné et pourquoi se faire accompagner? Donc, dans quel cas être accompagné? C'est très simple, vous avez déjà une infrastructure, vous avez une infrastructure on-premise que vous souhaitez migrer dans le cloud et vous n'êtes pas, par exemple, convaincu d'avoir l'ensemble des compétences. Vous avez déjà une infrastructure, par exemple aussi chez OVH Cloud ou chez un autre hébergeur et vous voulez garantir la migration et assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des étapes et de l'infrastructure post-migration. En fait, tout ça rejoint un petit peu la même chose, c'est que pourquoi se faire accompagner? C'est principalement pour fiabiliser votre migration et bénéficier d'une expertise, je dirais, pour valider les concepts de votre future infrastructure et valider les étapes de migration et vraiment avoir une migration, je dirais, qui se passe bien de bout en bout.
C'est également, pourquoi se faire accompagner, ça vous permet également de bénéficier de personnes qui connaissent très bien les produits OVH et qui ont un lien en contact avec OVH Cloud, en direct, pardon, avec OVH Cloud, et qui sont capables du coup d'avoir du support beaucoup plus rapide et une très bonne vision sur les produits existants chez OVH Cloud. L'expérience Partitio, donc comme disait Jean-Charles tout à l'heure, on a un peu plus de 10 ans d'expérience sur la gestion d'infrastructures cloud privées chez OVH Cloud. On a commencé effectivement avec du PCC en 2013 et on a suivi les différentes évolutions d'OVH au fur et à mesure des années quand ils sortaient des nouveaux produits. Donc on est passé du PCC 2013 au 2015, au 2016, au 2018 et ainsi de suite. Et pour arriver aujourd'hui sur le HPC premier de OVH Cloud. Donc on maîtrise vraiment l'ensemble du produit, de ses options. On a vu les différentes options du produit arriver au fur et à mesure des évolutions du produit chez OVH Cloud, que ce soit le NSX, que ce soit le VROPS, que ce soit l'option vSAN, un petit peu tous ces éléments-là. Donc c'est des éléments qu'on a l'habitude de configurer, qu'on a l'habitude de traiter et de mettre en œuvre pour nos clients. On a également une bonne connaissance de tous les autres produits OVH. Donc là, c'est vrai qu'on est très focus sur la partie cloud privée. Pour autant, chez Partition, on a une bonne connaissance des autres produits OVH Cloud, notamment les serveurs bare metal, le public cloud, un petit peu tous les produits, je dirais, managés tels que Kubernetes as a Service ou ce genre de produits-là. Et également l'interconnexion entre tous ces produits qui est constituée par le VERAC chez OVH Cloud. L'ensemble de nos équipes sont formées sur les technologies qu'on utilise au quotidien, à savoir VMware pour toute la partie virtualisation, Vim pour toute la partie sauvegarde et réplication. Et comme je le disais tout à l'heure, chez Partitio, l'ensemble des migrations de PCC sont réalisées via l'outil Vim, de manière à faire l'ensemble des réplications, l'ensemble des tâches de réplication et ce genre d'opérations. Je ne reviens pas sur le fait qu'on est Advanced Partner d'OVH. Je pense que Jean-Charles en a suffisamment parlé tout à l'heure. Donc, c'est très bien de se faire accompagner pour votre migration, mais l'idée, c'est un petit peu de savoir combien ça coûte et comment est-ce qu'on a construit notre solution tarifaire. Donc, en fait, chez Partition, on a essayé de packager notre offre de migration vers le cloud privé de manière à ce qu'elle soit simple et facile à quantifier pour un client. Donc en fait, on définit le tarif de la migration en fonction de plusieurs critères, notamment le premier critère, c'est la taille, le dimensionnement de votre infrastructure existante. Donc c'est le nombre de VM, le nombre de stockage, la quantité de stockage que vous utilisez, un petit peu tous ces éléments-là, mais aussi la complexité de cette infrastructure. C'est-à-dire que en fonction du nombre de VLAN que vous utilisez, en fonction de savoir si vous avez beaucoup de règles de DRS à configurer, ce genre d'éléments-là, donc on va avoir un chiffrage qui va se construire en fonction de ces différents éléments et vraiment de la composition de votre infrastructure. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comment est-ce qu'on construit le chiffrage? Donc, d'un côté, par rapport à la taille de l'infrastructure, de l'autre côté, c'est en fonction du niveau d'accompagnement que souhaite le client. C'est-à-dire qu'on peut aller de juste faire une migration à ISO périmètre, comme le disait Jean-Charles, ou on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'avoir un audit de rationalisation, où là, on va regarder vraiment au niveau de la VM, VM par VM, les consommations des ressources, et on va essayer de faire de l'ajustement de manière à ce que le client n'achète uniquement que les ressources dont il a besoin pour faire tourner son infrastructure. Et donc toutes ces étapes-là vont définir effectivement le tarif de la solution de migration par partition. Je vais vous présenter du coup deux petits cas d'études qui sont des cas d'études qui ont été réalisés chez Partitio pour des migrations de PCC. Le premier cas d'étude, c'est WinParf. Donc le contexte, c'est WinParf est un éditeur de logiciels français qui travaille dans tout ce qui est cosmétique et parfumerie. Ils étaient déjà clients OVH, ils avaient un PCC OVH 2013, donc sous AMD. Et ce produit-là arrive en fin de vie en fait chez OVH et ne sera plus maintenu à partir de cet été ou de la fin de l'année. Et donc, ils ont entrepris une idée de se dire, ben, on va migrer sur un nouveau produit OVH. Et en fait,
En interne, ils n'ont pas forcément toutes les compétences qu'il faut pour effectuer ces migrations, c'est-à-dire que c'est principalement des développeurs et c'est donc principalement une équipe de développeurs qui gère l'infrastructure chez eux. Et donc, ils ont profité de devoir renouveler l'infra pour se dire, ben, on va aussi en profiter pour, je dirais, passer la main sur la partie infrastructure à des gens qui savent faire et se décharger nous-mêmes de cette partie-là. Donc, ils ont fait appel à Partitio à la fois pour réaliser la migration de l'infrastructure, mais aussi derrière pour gérer cette infrastructure et assurer toute l'infogérance. Donc, le point particulier, c'est qu'ils étaient déjà clients OVH. Donc, ce qu'on peut décrire ici, c'est que suivant les deux possibilités de migration que Jean-Charles a décrit tout à l'heure, on a utilisé le principe de dire on fait une migration à ISO périmètre et on fera l'optimisation après. Alors, il y avait certaines raisons qui ont poussé le client à faire ce choix-là. La première étant que leur infrastructure n'était pas très stabilisée et de plus, elle n'était pas supervisée et elle n'était pas forcément très bien sauvegardée. Donc, il y avait vraiment un besoin urgent de reprendre cette infrastructure et je dirais que l'infrastructure, sinon, fonctionnait plutôt bien. Les clients avaient accès à leur application. Donc, on a vraiment repris l'infrastructure telle qu'elle était. On l'a copié-collé sur la nouvelle infrastructure. On y a mis en place tous les outils de supervision, de sauvegarde, ce genre de choses. Et on a finalement, dans une seconde étape, fait en sorte d'optimiser, d'améliorer et de refaire les VM progressivement de cette infrastructure après migration. Voilà pour le premier exemple. Et donc, j'ai une deuxième étude de cas que je vais vous présenter qui est, donc pour le contexte, c'est une entreprise qui travaille dans le BTP, qui est leader sur le secteur d'activité du BTP en France. C'était également un client OVH qui avait également un PCC 2013 chez OVH Cloud et qui a la même problématique, donc il doit le renouveler avant la fin de l'année. Ce client-là avait pour le coup les compétences en interne, mais n'avait pas forcément le temps ni les moyens de mener l'ensemble de ce projet-là en interne, et donc a décidé de faire appel à Partitio, à la fois pour décharger un petit peu les équipes internes de ce projet-là, mais aussi pour bénéficier d'une expertise et d'un accompagnement sur la rationalisation de leur infrastructure et sur les étapes de migration afin de valider que tout se passe bien. Donc, c'était vraiment la volonté du client. Donc, chez eux, la première étape, effectivement, du projet qui a été mené, c'était vraiment de faire une rationalisation de l'infrastructure. Donc, on a fait un premier audit de l'infrastructure sur comment est composée l'infrastructure VMware, tous ces éléments. Et on a fait un deuxième audit, ce qu'on appelle chez nous l'audit de rationalisation, où là, on a regardé vraiment VM par VM, quelles étaient les consommations, le provisionnement, les consommations réelles, et du coup, on a fait des recommandations d'application de ressources sur ces VM-là, de manière à réduire un petit peu la charge. Ça, c'est le premier travail qui a été fait. Le second travail qui est en cours de finalisation, c'est ils avaient différents serveurs de fichiers qui constituent un peu plus de 50 Tera de données aujourd'hui. Et ils avaient pour but d'archiver une partie de ces données-là. Donc, on a défini avec eux toute une politique d'archivage de manière à ce qu'ils puissent archiver à peu près 50% de leurs données et donc réduire la voilure de leur infrastructure de production finale. Donc pour ce client-là, on a utilisé, comme je viens de le décrire, la deuxième méthode de migration dont Jean-Charles parlait tout à l'heure, à savoir qu'on opère d'abord une optimisation de l'ensemble de l'infrastructure. Une fois que l'ensemble de l'infrastructure a été bien optimisé, on va réaliser une migration, je dirais progressive de leurs services et à chaque fois sur des nouvelles VM de manière à avoir une migration vraiment propre. Et l'idée est qu'une fois que la migration est terminée chez eux, ils n'aient plus besoin de revenir sur cette infrastructure-là pendant quelques années. Voilà un petit peu les différents cas d'études. Si je peux compléter, ce qui est intéressant quand on examine ces cas et ces différents scénarios de migration, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le pourquoi. Quels sont les enjeux derrière qui ont poussé ces clients à utiliser telle ou telle méthode ou telle approche. Clairement, si on reprend WinParf, il y avait une dimension d'urgence qui était importante, c'est-à-dire que plus que le choix de dire je veux externaliser mon infogérance, donc c'est une migration plus globale parce que derrière, en gros, le partenaire, donc en l'occurrence Partitio, restera entre guillemets chez le client pour gérer tout ce pan, ce qui est là un choix un peu plus long terme que juste la migration. Mais pourquoi on l'a fait en ISO aussi, puis on optimise et pas le contraire, aussi pour l'urgence.
l'urgence de dire j'ai un contrat qui se finit ou je ne veux pas cumuler 2 infrastructures en parallèle, etc., etc. Si on part sur une phase de migration peut-être plus optimisée, les avantages seront que clairement financièrement, quand on reprend ce deuxième exemple du leader sectoriel, on a pu lui faire passer d'un point A vers un point B, donc vers les nouveaux produits OVH Cloud, pour un coût identique en ajoutant un support avancé, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur cette optimisation avec eux en amont. Par contre, c'est clair que ça a pris un peu plus de temps en amont. Il est clair aussi que par moment, étant donné que la migration a été plus longue, entre guillemets, enfin le temps de migration a été parfois un peu plus long, il a fallu cumuler parfois, en tout cas sur une durée d'un mois ou deux infrastructures. Mais c'est pour ça que tout dépend de l'enjeu derrière, tout dépend aussi de l'objectif. Ces gens-là voulaient avoir les derniers produits pour repartir sur quelque chose de pérenne. Ils ne voulaient pas forcément un accompagnement d'hébergement ou d'infogérance plus long parce que derrière, ils avaient les compétences, comme le disait Sylvain. Par contre, ils voulaient aussi garder une dimension économique, en tout cas liée à ce qu'ils connaissaient aujourd'hui, tout en apportant un niveau de support supplémentaire. C'est là où un acteur extérieur comme nous ou comme d'autres peuvent être aussi pertinents. Donc, c'est-à-dire à la fois sur le conseil, à la fois sur cette rationalisation, cette optimisation, et bien sûr, comme le disait Sylvain, sur la fiabilisation. On a trop vu de fois des cas où en fait les gens se lançaient eux-mêmes et là en fait le projet déjà c'était un peu d'éteindre l'incendie. Le premier, à savoir globalement reprendre des choses où on était un peu entre les deux et où fallait un peu essayer de reprendre ce qui était possible pour essayer de remettre tout ça un peu près aligné. Donc c'est plutôt, n'hésitez pas à vous poser ces questions au début, peu importe d'ailleurs que vous passiez par un partenaire ou non. Et par contre, qu'est-ce un partenaire peut vous amener en plus, outre le côté technique? C'est vraiment tout cet aspect de conseil qui peut y avoir en amont, d'optimisation, en fonction des enjeux et des objectifs que vous avez, quoi. Donc voilà, Julien, s'il y a d'éventuelles questions, si tu veux reprendre la main. Oui, c'était très clair, messieurs, merci, clair et concis. On va prendre un bon quart d'heure pour répondre aux questions. Je précise, parce que je ne l'ai pas fait à l'ouverture du webinaire, que toutes les questions sont anonymes, ne sont pas visibles des autres participants. Donc n'hésitez pas à échanger et à nous poser vos questions si vous souhaitez des précisions ou si vous avez des questions ou des sujets qui n'ont pas été abordés. J'avais une première question pour vous, messieurs. Jean-Charles ou Sylvain, tu parlais de fiabiliser la migration, qui était un des enjeux. On a une question sur les engagements contractuels, ou en tout cas sur le partage de responsabilités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les engagements que vous prenez vis-à-vis d'un client pour faire sa migration? Oui, bien sûr. Généralement, on travaille déjà sur une prestation qui est divisée en deux, peu importe qu'on parte sur de l'optimisation ou pas, donc cette fameuse phase de rationalisation. À savoir, on a déjà une prestation d'audit avec le but d'arriver à sortir déjà un premier document d'architecture technique, donc d'ailleurs qui pourra servir, peu importe que vous travaillez avec nous pour la migration en tant que telle ou pas, mais déjà pour avoir une vue claire et précise. Généralement, c'est là où on essaie d'y adosser cette prestation d'optimisation et de rationalisation pour que ce soit un DAT, pas seulement de où est-ce qu'on en est, mais aussi avec nos prérogatives pour la suite. Et derrière, ce DAT nous permet aussi de définir un planning, un RACI, pour aussi avoir les rôles et responsabilités de chacun. Et bien sûr, tout le livrable, le livrable final étant que la migration a été effectuée avec succès, avec derrière une période suite à la mise entre guillemets en production, à la migration en tant que telle, avec une période de un mois où on se garde le temps de voir un peu comment ça réagit. Donc voilà comment on travaille. Mais le livrable, c'est la migration et la prestation est divisée en deux parties, à savoir un audit pour avoir un DAT clair avec des préconisations et une deuxième partie où c'est la migration en tant que telle, avec comme livrable la migration, un mois de finalisation à la fin où on se garde d'assurance, on va dire, qualité à la fin suite à la migration au cas où il y a des ajustements et c'est forfaitisé d'un point de vue financier. Ok, très clair, je te remercie. Tu parlais d'optimisation pendant la présentation et tu viens d'en reparler. On a bien compris que l'optimisation, la rationalisation, elle pouvait avoir lieu dans la phase d'étude en amont du projet, voire post-migration. Est-ce que tu as une idée aujourd'hui de, je dirais, du pourcentage d'optimisation moyen que vous constatez sur les migrations? C'est une question extrêmement compliquée.
C'est une question extrêmement compliquée, car très variable. En fait, ça dépend aussi ce qu'on parle en termes d'optimisation. Si on parle de rationalisation économique, le deuxième exemple qu'on a pu citer nous permet de dire qu'on a pu optimiser à hauteur de 10 à 15%, on va dire, le niveau de ressources. Donc ça ne veut pas dire qu'ils les ont pas dépensés chez OVH Cloud, en l'occurrence, parce qu'ils ont pris des supports ou des options plus avancées. Mais ça veut dire que si on gardait le isopérimètre de ce qu'ils avaient avant en fonctionnement et après, on était de l'ordre à 10-15% d'optimisation financière. Si on reprend le premier exemple qu'on a introduit aujourd'hui sur l'éditeur WinParf, c'est pas tant le côté financier qui était important pour eux. Alors, je caricature un peu en disant ça parce que c'est important pour tout le monde, je crois, mais c'était pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'était aussi ces gens travaillent avec, comme l'a dit Sylvain, la parfumerie cosmétique. Quand on parle de ça, leurs clients vont être des réseaux importants comme Nocibé, ce genre de comptes. Ils voulaient proposer un niveau de service exemplaire. Donc le but de l'architecture cible était aussi, et de cette phase d'optimisation, était aussi d'examiner chaque VM, pas tant pour savoir comment elles étaient provisionnées que pour les stabiliser, notamment sur certaines qui pouvaient être capricieuses, je ne sais pas, mais qui avaient fait leur temps et sur lesquelles c'était intéressant de se poser pour réfléchir, pour avoir un regard extérieur. Donc tout dépend de l'enjeu. Sur de l'économique, l'exemple, le deuxième qu'on a eu, nous pousse à dire qu'on peut faire 10 à 15%. Après, je vous dis ça, c'est pas une réalité, parce que si vous êtes déjà sur une super optimisation de vos ressources, etc., en fait, bon, on ne fait pas des miracles non plus. Si le but est aussi de stabiliser, d'apporter de la fiabilisation, on va dire, au quotidien, bon, voilà, c'est un des autres enjeux, quoi. Ils ne sont pas que financiers, en tout cas. Et on peut mener les deux. D'ailleurs, quand on parle d'optimisation, généralement, on mène les deux en parallèle. C'est-à-dire que ce n'est pas juste financier ou autre. Mais en tout cas, tout dépendra de votre objectif majeur quand vous décidez de partir sur l'optimisation. On en a moins parlé, mais il y a aussi la partie d'ajouter des services. On sait sur le deuxième, par exemple, on a revu avec eux le deuxième exemple qu'on vous a cité. J'extrapole un peu, mais un de nos conseils n'a pas été que de dire de l'optimisation de ressources ou de stabilité, mais était aussi de dire comment demain apporter de la visibilité. Donc on les a accompagnés sur les conseillers sur un système de supervision, sur la gestion de leurs points de sauvegarde ou une idée qu'on pouvait avoir du PRA derrière. Clairement, ça a un impact sur le provisionnement en termes de ressources, mais là, on n'est plus dans des enjeux purement financiers que de stabilité au final, quoi. En transition parfaite, on avait une question justement sur la politique de sauvegarde et la reprise d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui elle est adressée que d'une seule façon chez Particio, ou est-ce que vous avez plusieurs réponses possibles en fonction, je dirais, des enjeux du client? Je peux prendre le point, Sylvain, et je te donnerai peut-être la main si tu veux. Sur la réponse, comment on l'adresse, on vous a montré que tout à l'heure, on avait une offre assez modulaire. Donc l'idée, ça va être de dire que, en effet, on est capable de les adresser déjà sur des modules pré-packagés, où là, ça sera des réponses sur nos PCC à nous, globalement. Donc si on parle de PRA, donc sur notre infrastructure de PRA, on vous introduira sur cette infrastructure, sachant que quand on parle de PRA, par défaut, il y a aussi un backup en termes de sauvegarde sur un autre data center. Parfois, des gens, au contraire, voudront travailler sur leur infrastructure, c'est-à-dire que vous avez parfois, et d'ailleurs c'est sûrement le cas si vous êtes là aujourd'hui, mais vos infrastructures OVH, vous ne souhaitez pas forcément externaliser un PRA, mais plutôt mettre en œuvre un PRA sur ces infrastructures. Et là, on interviendra plus en étant mandaté pour construire ça avec vous. Et dernier cas, c'est des gens qui ne veulent pas forcément du PRA, mais qui sont vraiment juste dans une optique de sauvegarde, ce qui est déjà très bien, hein, mais d'avoir une sauvegarde de la production, où l'idée c'est que là, on a un module qui est de la sauvegarde infogérée, ou qui est sur un data center, donc en France, OVH Cloud, et où l'idée, ça va être capable de gérer en effet cette sauvegarde avec un paramétrage, et on le fait avec vous, une co-construction en tout cas sur les points de sauvegarde, les durées de sauvegarde, ce genre de choses, et puis de gérer derrière la restauration dans les cas où il y en aurait besoin. Donc ça sur une infrastructure Partio qui est chez OVH Cloud. Donc je ne sais pas si techniquement, Sylvain, tu veux rajouter des choses pour expliquer comment ça marche d'un point de vue
Alors, globalement, je dirais que oui, on a une solution de sauvegarde qu'on a construite avec les produits OVH Cloud et la solution Vim. C'est une solution qu'on déploie aujourd'hui à la quasi-totalité de nos clients. Et pour autant, on est aussi capable de faire un petit peu de sur-mesure, soit s'il y a des sauvegardes un petit peu plus exotiques à faire, ou pour de la sauvegarde, par exemple, de cluster Kubernetes, ce genre de choses. Voilà, donc on est capable d'aller plus loin, mais l'idée générale, c'est effectivement c'est de la sauvegarde avec Vim sur un premier data center de production, sauvegarde qu'on duplique sur un second data center éloigné de plus de 200 km. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, l'offre standard. Donc, j'imagine que tout ce que vous mettez en œuvre propre à Partitio, c'est des choses que vous mettez aussi en œuvre ou en tout cas dans la conception que vous conseillez aux clients. C'est-à-dire que le client finalement a le choix soit de venir en prestation chez vous, soit d'avoir une infrastructure qui est développée et, et construite durant la migration, en tout cas durant le projet de migration. C'est ça. C'est ça, clairement, mais les deux exemples illustraient bien ça, à savoir WinParf avait fait le choix de plutôt se dire ok, on va migrer, mais on va en profiter pour bénéficier de toute la conception que nous, on a déjà mise en œuvre chez Partitio sur nos infrastructures OVH Cloud, avec en effet un data center de prod principal à Roubaix, un data center secondaire, plus derrière un troisième data center pour tout ce qui est sauvegarde. Donc globalement, donc là, c'est plutôt nos infrastructures auxquels nos clients ont accès. Après, si on parle de migration, et le deuxième exemple, le deuxième cas d'étude est un bon exemple, en effet, on va arriver avec toutes nos préconisations et on va examiner aussi comment ça se passe chez le client d'un point de vue audit infrastructure actuelle. Et là, on lui fera quelques préconisations et ça dépendra de lui, son souhait aussi en termes de sécurité et de backup. Donc oui, on le construit comme ça. Mais on sera juste sur de la prestation. Les infrastructures seront souscrites directement auprès d'OVH. Ouais. Ok, merci messieurs. On a une question. Vous nous parliez de vos compétences sur les autres solutions OVH Cloud, donc à savoir le public cloud et le bare metal notamment. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez adresser des migrations pour des clients qui sont sur private cloud mais qui souhaitent par exemple évoluer sur des environnements public cloud? Sylvain? Globalement, oui. Étant donné qu'on travaille effectivement principalement nous sur du cloud privé, mais on a quand même un certain nombre de VM en cloud public, donc c'est des environnements qu'on maîtrise quand même toute la partie OpenStack assez bien. Donc oui, on est capable de faire de la migration de cloud privé vers cloud public, même si ce serait certainement pas notre première recommandation. Mais oui, sur le principe, on est capable de le faire. C'est bien, j'arrive à la même conclusion. C'est la question, c'est nous qui allons en poser, c'est pourquoi. mais Et ça moi, se je vais passe. plutôt recommander je recommanderais plutôt le schéma inverse. Et du Donc coup, c'est on vrai est que plus j'ai orienté habitué. la question vers public cloud. La question, c'était vers d'autres offres. Donc, j'imagine que ça peut être aussi sur la partie bare metal Bare metal. qui rentre dans une logique un peu plus, je dirais, dédiée et non pas Tout à fait. mutualisée comme peut être le public cloud. Tout à fait. Mais que ce soit du public ou du bar metal, c'est des éléments qu'on est capable de traiter et de migrer à la demande du client. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, c'est des éléments qu'on utilise au quotidien, comme tu le dis, Sylvain, c'est-à-dire que on est spécialiste cloud privé parce que aujourd'hui on a monté notre offre dessus. Et après, pour faire le lien avec la question précédente sur le PRA, la sauvegarde, etc. Clairement, notre PRA restera dans du cloud privé. Nos sauvegardes sont plutôt sur du bare metal. Donc aujourd'hui, c'est des outils qu'on utilise régulièrement, sans même parler de migration, mais pour notre propre architecture de solutions mutualisées qu'on propose en termes de modules. Donc on est clairement là-dedans. Certains clients, en effet, avec des contraintes particulières ou des attentes particulières auront du public cloud aussi. Donc oui, c'est des choses qu'on fait très bien. Sans parler de multi-cloud, donc je vais pas dire de gros mots ici, mais d'autres prestataires cloud, où là on travaille aussi avec des gens qui peuvent être chez d'autres providers, donc qui seront généralement des plus grands comptes, mais qui peuvent être chez d'autres providers et qui veulent une partie chez OVH Cloud pour X raisons, qu'on parle de cloud de confiance, qu'on parle de certification aussi autour de l'HDS ou de ISO 27001, ce genre de choses. Donc c'est là où aussi on peut intervenir sur cette partie. Donc oui, on connaît très bien les environnements cloud. Alors pour te Et rassurer, du hein, coup, c'est pas un gros OVH. mot parce que c'est un sujet qui a été abordé dans le premier webinar et qui parle notamment de la nouvelle ère du multi-cloud.
et des complémentarités finalement des différentes offres. Donc c'est bien aussi de préciser que vous avez cette expertise sur d'autres plateformes. On a une question sur la sortie des nouvelles offres. Donc je le disais en introduction, environ tous les 2 ans, on a un refresh technologique. Question, conseillez-vous de migrer à chaque nouvelle offre? Et quel est votre retour d'expérience sur l'évolution financière ou je dirais du prix de l'infrastructure à isopérimètre? Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, Vas-y. est-ce qu'il faut migrer sur la nouvelle offre? Moi, par définition, je dirais oui. Je dirais oui pour plusieurs raisons. La première étant la gestion des tolérances de panne, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une infrastructure qui a moins de 2 ans, vous avez moins de panne que sur une infrastructure qui a plus de 2 ans. Donc ça, pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est d'avoir du matériel qui est de plus en plus performant, donc avec des processeurs plus récents et donc plus performants. Même chose pour la RAM et même chose pour tout ce qui est composition des stockages. Donc voilà, ça permet à la fois d'être plus performant et à la fois d'avoir une plus grande tolérance de panne. Donc de mon point de vue, la migration sur les nouvelles offres OVH, elle est importante et très clairement chez Partition, on l'a fait systématiquement. C'est même pas négociable ou à l'étude à chaque fois. On sait très bien qu'à chaque nouvelle gamme OVH, on va migrer chez Partition notre infrastructure. Ça, c'était la première partie de la question. Est-ce que tu peux me redonner la deuxième partie de ta question? La deuxième Sur les partie, prix. c'était en effet sur le prix à Sur le isopérimètre. prix. Tu y as un peu Alors, répondu dans la première partie en disant avec la rationalisation. je vais aller un peu plus loin. C'est que jusqu'à aujourd'hui, on arrivait à se retrouver, donc quand on est passé de 2013 à 2016 et ainsi de suite, grosso modo, on se retrouvait à isotarif sur une infra similaire. Mais sur la nouvelle gamme HP premier, là pour le coup, j'avoue on y a gagné, c'est-à-dire qu'on a réussi à monter grosso modo la même infrastructure que ce qu'on avait précédemment et pour un coût 10 à 15% moins cher que ce qu'on payait précédemment. Et tu l'expliques par quels éléments en particulier, sur le stockage notamment? Alors c'est l'ensemble, le stockage a légèrement baissé, le coût à la RAM a légèrement baissé aussi. Alors c'est très dépendant des topologies d'hôtes que vous prenez et du volume de votre infrastructure, mais grosso modo le coût à la RAM a quand même bien baissé et le coût du stockage a baissé également. Et en plus de ça, le stockage a baissé en passant en full SSD. Donc on est sur quelque chose de plus performant qu'avant et à un coût moindre. Très clair. Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Charles? Oui, je disais, c'était clairement l'exemple qu'on a pu avoir avec l'échange du BTP où on a baissé clairement le provisionnement, mais aussi ils ont bénéficié des nouveaux prix d'OVH sur les derniers produits, donc à savoir cette baisse des prix qu'il y a pu avoir sur la nouvelle gamme. Donc voilà, après, c'est de savoir, eux ont fait le choix de les réinvestir sur le support avancé à un moment donné, donc à la fin, ils ont eu un prix probablement identique, peut-être un peu plus faible, mais identique à ce qu'ils connaissaient avant. Par contre, avec un niveau de performance beaucoup plus élevé, un niveau de support auprès d'OVH Cloud qui n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit entre vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et un niveau de provisionnement beaucoup plus adapté, en tout cas, à ce qui leur était nécessaire, quoi. Donc, mais il y a une tendance à la baisse des prix. Ouais. Super. Eh ben, je pense que ça répond à la question. On a encore 2 questions. Il nous reste 5 bonnes minutes. Question, comment réduire au maximum la fenêtre de downtime lors de la bascule? Alors, pour réduire au maximum la fenêtre de downtime, il y a plusieurs cas de figure à prendre en considération. La première, c'est d'avoir, comme on disait, des réplications incrémentielles qui viennent se faire régulièrement. Et comme ça, le jour où on va faire cette bascule, en fait, on n'a que le delta du jour à répliquer. Régulièrement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lance en fin de journée, le jour de la bascule, on lance une réplication à chaud des éléments. Une fois que la réplication à chaud elle est passée, on éteint toutes les VM sur l'ancienne infra, on refait une réplication à froid, cette fois-ci des éléments, et on rallume sur la nouvelle infra. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'avoir une réplication du delta final qui est le plus courte possible et donc de réduire le temps de downtime. Le deuxième point de la bascule concerne toute la partie réseau, c'est-à-dire la migration des blocs d'IP, généralement les blocs d'IP publics, parce que c'est souvent la grosse contrainte. Donc si on vient de OVH et qu'on va chez OVH, c'est relativement simple parce qu'on utilise le VRAC et donc
l'ensemble des deux infrastructures peuvent fonctionner avec les mêmes adresses IP publiques, et donc il y a une transition qui est presque transparente de l'un à l'autre. Quand on vient d'un autre fournisseur ou d'une migration on-premise, là effectivement, c'est généralement, on fournit des nouvelles adresses IP publiques, et donc c'est généralement là où il y a un petit peu de travail et où ça peut générer du downtime, c'est le fait de repasser sur l'ensemble des enregistrements DNS pour les faire pointer sur les nouvelles adresses IP publiques. Et donc là, c'est le temps de propagation des DNS qui définit le temps de coupure, quoi. Et bien sûr, on travaille la nuit et le week-end. Et voilà. Et par C'est pas contre, une en plus de évidence, ça, donc ça réduit pas le temps, mais en tout cas, ça réduit l'éventuel impact qu'il peut y avoir aussi dans cette bascule. effectivement, on fait les bascules en heure non ouvrée, généralement, validées avec le client. Ok, intéressant. Dernière question qui est un petit peu large, c'est quel est le temps moyen de migration? J'imagine que c'est du moment où on commence les ateliers de conception ensemble et le moment où ma nouvelle plateforme est live. Est-ce que vous avez une idée, peut-être sur les deux use cases, avoir un timing Alors c'est très dépendant de la taille de l'infrastructure et du plan projet qu'on va définir. Vous pourriez avoir par exemple une grosse infrastructure sur laquelle vous avez plusieurs blocs d'IP publics, et donc on pourrait prévoir des migrations avec plusieurs steps de migration, donc plusieurs steps de bascule en fonction des blocs IP publics et de ce à quoi ça correspond derrière. Donc ça c'est le premier point. Et pour donner des exemples, typiquement une migration ISO telle qu'elle s'est faite chez WinParf, c'est quelques jours, donc c'est grosso modo une semaine de travail vraiment pour juste faire une migration à ISO périmètre. Pour la migration de BTP de l'entreprise du BTP qui là était quand même beaucoup plus grosse, avait plus d'une centaine de VM, quasiment 70 ou 80 Tera de données. Là, on est plutôt sur une migration en prenant en compte tout l'audit de rationalisation, les audits de la construction, la conception et vraiment de la mise en place de la sauvegarde et vraiment tout. On va être plus sur un projet global de environ 6 semaines, parce qu'il y a il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de points d'étape à faire, ce genre de choses. Donc on est plutôt sur un projet qui va durer à peu près 6 semaines entre la rationalisation et la migration, à peu près. Ok, super. J'ai une toute dernière question et qui fait une transition parfaite. C'est comment vous contacter? Alors, je crois qu'on a vos coordonnées dans la présentation. Si j'arrive à... Bon, voilà, magnifique, ça arrive. Et voilà, Donc il y a toutes les coordonnées. Merci à tous, on est en pile poil sur le timing. Merci à tous pour votre participation, pour les questions. Merci surtout à notre partenaire pour sa présence. Est-ce que vous voulez faire un mot pour conclure ce webinaire, messieurs? Merci, merci pour l'invitation, merci pour les questions qui étaient très pertinentes, et ce fut un plaisir de témoigner en tout cas sur cet aspect de migration. Si besoin, n'hésitez pas, nous restons bien sûr disponibles. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir.